Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va porter donc sur les nouveautés en béton armé de la version 22.1, version qui est disponible en téléchargement sur le site de SIA depuis ce printemps. Je suis Mallory Jacquelin et je vais effectuer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Alors avant de commencer, comme d'habitude, quelques petites informations sur l'organisation. Le son de votre micro est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de conversation du panneau de GoToWebinar. On les regardera après et puis on vous répondra ensuite en particulier. Donc surtout, n'hésitez pas. Et le webinaire est enregistré et il sera publié sur la chaîne SIA de YouTube comme les autres. Donc si vous manquez quelque chose, pas de souci, vous pourrez le revisualiser quand vous le pourrez. Alors aujourd'hui, on a 4 sujets, 4 grands thèmes. Le calcul des poteaux au second ordre via différentes méthodes. Le recalcul des efforts normaux dans les nervures, donc par rapport au moment de flexion supplémentaire. Les nouvelles options pour le ferraillage minimum dans les dalles de D. Et puis le maîtrise du ferraillage de D qui a été amélioré pour prendre en compte le ferraillage utilisateur. Et donc là, on va commencer tout de suite avec le premier grand thème qui est le calcul des poteaux au second ordre. Alors, cette fonctionnalité, elle a été étendue de manière à avoir davantage de possibilités de calcul. On avait déjà dans le logiciel la méthode de courbure nominale. Et là, il y a une toute nouvelle méthode de calcul qui est celle de l'article 587 de l'Eurocode 2, qui est la méthode de rigidité nominale. Donc, elle permet aussi de calculer automatiquement le moment du second ordre. Le rapport entre le moment, donc sous combinaison quasi permanente, et le moment de calcul LU, c'est-à-dire le coefficient de fluage effectif, lui, il peut maintenant être défini par l'utilisateur. Et dernier point qui peut aussi être intéressant, c'est la possibilité de négliger de manière automatique les effets de fluage lorsque les conditions selon la norme, elles sont remplies. Alors, la méthode de rigidité nominale, du coup, elle permet donc de calculer automatiquement le moment du second ordre. Elle est basée sur l'hypothèse que la rigidité nominale, elle évolue avec les effets de fluage et de la fissuration. Donc, c'est le coefficient Kc, c'est le premier terme de cette équation. Et aussi avec le ferraillage, c'est le coefficient Ks. On va voir que ce n'était pas le cas avec la courbure nominale, par exemple. Et cette rigidité nominale, elle est utilisée pour calculer la charge de flambement, donc NB, qui est elle-même utilisée en comparaison avec l'effort normal de calcul, NED. Et toute cette partie de la formule ici, elle va être multipliée par le moment du premier ordre. Alors, dans le logiciel SIA Engineer, on va le revoir dans quelques instants directement sur le logiciel, mais de manière globale, globalement, on trouve dans la configuration béton, on peut aussi trouver localement dans les données d'éléments qui se trouvent dans les propriétés de chaque élément. Mais globalement, on trouvera la possibilité dans la configuration béton de ou bien pas prendre en compte les effets du second ordre, ou bien de choisir la méthode de courbure nominale, ou bien de prendre en compte la rigidité nominale. Alors, avant de passer sur le logiciel, je voulais parler de ce ratio, là, du calcul du rapport des moments pour le coefficient de fluage effectif qui peut maintenant être défini par l'utilisateur. Ce coefficient de fluage effectif, il est en fait utilisé dans les deux méthodes, dans la méthode des courbures et dans la méthode de rigidité. Alors, il serait bien pratique de l'avoir de manière calculée automatiquement, mais ce n'est pas si simple. C'est pourquoi le logiciel il permet de saisir ce ratio manuellement au même endroit, donc globalement dans la configuration béton et ou localement dans les données d'éléments béton dans les propriétés de chaque élément. Et dernier point, c'est ici on a affiché l'article de l'Eurocode avec les conditions qui permettent de négliger, d'ignorer les effets de fluage. Alors, ces conditions, elles sont automatiquement vérifiées par le logiciel et lorsqu'elles sont toutes les trois remplies, le ratio il est automatiquement mis à 0. Donc,
Même si vous avez saisi un ratio de 0,7 dans la configuration Beto, si les conditions elles sont remplies, le logiciel y prendra 0. Alors bien sûr, vous pouvez aussi vous-même imposer 0 pour ignorer les effets de fluage. Et alors, pour vous donner une idée des résultats qu'on peut obtenir avec le logiciel, on a préparé des petits exemples là qu'on va regarder sur le logiciel. Parce qu'au-delà de montrer le fonctionnement de cette option, on voulait aller un peu plus loin sur le choix de la méthode à utiliser. Parce que l'Eurocode, il propose 3 méthodes. Donc, la courbure nominale et la rigidité nominale, qui sont des approches simplifiées. Et puis, la méthode générale, qui est basée sur une analyse totalement non linéaire, matérielle comme géométrique. Et d'ailleurs, juste à titre indicatif, c'est en cours de développement, donc ça devrait arriver très prochainement. Donc, pour le moment, on va comparer les deux méthodes simplifiées, donc de courbure et de rigidité. Donc, dans les petits exemples, comme on peut le voir, on a joué sur la section du poteau. Donc, on a pris 3 là dans ce tableau-là. On a pris 3 sections différentes. En fonction de la section, les charges externes appliquées sont différentes de manière à avoir des efforts internes identiques. Donc, 1450 kN pour l'effort normal et 150 kN pour le moment en tête du poteau. Et pour pouvoir modifier simplement le ferraillage, on a utilisé le même nombre de barres, mais du coup avec des diamètres différents. Et on a regardé l'influence du coefficient de fluage effectif, donc avec un ratio de 1 et puis un ratio de 0,7. Alors du coup, on peut passer sur le logiciel, là, sur donc, la version 22.1. Donc c'est ça, les petits exemples avec les poteaux. Je vais en isoler un. Donc on retrouve les charges externes là que je vais masquer. Je peux du coup aller dans ces propriétés et ici dans les données béton d'éléments 1D. Dans les efforts internes, du coup, je retrouve la possibilité de ne pas prendre en compte les effets de fluage, de prendre la courbure nominale ou alors la rigidité nominale. Si je commence à sélectionner la courbure nominale avec un coefficient de 1 par exemple, les calculs ont déjà été effectués, donc j'ai accès aux résultats. Si je vais dans le poste de travail béton et que j'affiche le contrôle des efforts internes, donc sous le cas de charge poids propre, je peux regarder l'effort normal dans ce poteau, qui était donc de 1450 kN. C'est ce qu'on avait sur cette slide-là, 1450 kN. Et l'effort normal grand M qui doit être en tête de poteau égal à 150 kN. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, si je prends ensuite M comparé à MD, je vais pouvoir voir l'augmentation du moment. Voilà, l'augmentation du moment avec le second ordre. Donc, au premier ordre, j'ai 150 kN et j'ai pris 90 kN avec la méthode de courbure nominale. Donc, si je compare avec l'autre méthode, donc je retourne dans les propriétés du poteau, dans les données béton d'éléments 1D, et je change avec la méthode de rigidité nominale avec le même coefficient. Est-ce que ça a été pris en compte? Oui. Et du coup, dans les résultats, je rafraîchis. Et là, je vois qu'avec la méthode de rigidité nominale, mon moment, il augmente de 30-34 kN environ. Donc, elle est plus favorable et elle donne cette méthode un moment qui est bien moins important que la méthode de courbure nominale. Si je retourne dans les propriétés de ce poteau et je change par exemple le coefficient de fluage effectif à 0,7, juste par curiosité, j'étais à 184,3, je crois, je passe à 183. Donc ça diminue encore très légèrement, mais pas significativement.
Du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout réafficher et puis regarder le même élément, la même section d'éléments, mais avec une diminution du ferraillage, du coup. Donc là, on a un ferraillage utilisateur dans cet exemple qui a été appliqué. Ici, j'ai 5 barres a priori en phi 18 a priori. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 3 et là, j'en ai 2. Donc là, c'est le nombre de barres qui a été diminué tout en gardant le même diamètre. Donc, on a un ferraillage qui diminue en allant de la droite vers la gauche. Donc, je vais sélectionner ces 4 poteaux et masquer tout le reste. Et puis, dans les propriétés de ce poteau, je vais commencer à regarder la méthode de courbure nominale, par exemple, avec un coefficient de 0,7. Alors là, je vais les mettre pour tous les éléments, puis je vais mettre les étiquettes parallèles à l'axe pour y voir plus clair. Voilà, et donc on voit qu'avec la méthode de courbure nominale, on voit que le ferraillage est le même, quel que soit le ratio de ferraillage qui est mis dans le poteau. Donc on voit que la méthode de courbure nominale, elle est indépendante du ferraillage dans le poteau. Si je regarde avec la méthode de rigidité nominale, voilà, là on voit l'impact sur le poteau. Donc plus le ferraillage diminue, plus le moment au second ordre augmente, à l'inverse. Donc on a résumé tout cela dans la slide ici, dans cette slide-là. Et alors il y a plusieurs choses dans les comparaisons. Ici, si je prends un ratio de 0,7, par exemple, on va regarder la première, le poteau en 60 par 40, et on va comparer la méthode de courbure avec la méthode de rigidité. Donc, on voit qu'avec la méthode de courbure, quel que soit le ferraillage, le ratio de ferraillage dans le poteau, on a le même moment de second ordre, donc il n'est pas du tout impacté. Par contre, pour la méthode de rigidité, comme on vient de le voir, plus on diminue le ratio de ferraillage, plus le moment au second ordre augmente. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a un autre effet qui est intéressant, donc en liaison avec les sections du poteau. C'est qu'avec la méthode de courbure, le moment de second ordre, il augmente très légèrement, enfin, il est presque stable, il augmente très légèrement jusqu'à converger vers une valeur, mais on peut dire qu'il est sensiblement le même, quelle que soit la section du poteau. Alors que la méthode de rigidité nominale, pour un même ratio de ferraillage, mais pour une section de poteau qui diminue, on voit que le moment passe de 243 à 380 à 15 190 kN/m. Il augmente très rapidement, voire de manière exponentielle, et atteint très, très vite des valeurs qui peuvent être absurdes. Par curiosité, on a aussi regardé, donc ici la UC, c'est l'unité de contrôle, c'est le contrôle en capacité. Donc, si je retourne sur le logiciel et que j'affiche le contrôle en capacité, du coup toujours sur le poids propre, UC, régénéré. Donc là, pour ces 4 poteaux, je n'ai pas mis par élément. Voilà, donc j'ai 55 jusqu'à 41%. Donc si je reviens sur la slide ici, c'est la deuxième colonne du coup, UC, c'est le contrôle en capacité du coup. Et il est intéressant de voir que la méthode de rigidité nominale, elle est très conservatrice, très sécuritaire. Si on regarde par exemple la section du poteau 40 par 40, on a des valeurs qui sont vraiment très, très importantes par rapport à la méthode des courbures. Et elle n'est pas forcément judicieuse dans le cas où l'effort normal appliqué NED est très proche
de la charge de flambement NB. Du coup, on a un dénominateur qui est proche de 0 et la multiplication de cette partie-là par le moment du premier ordre, bah, du coup, donne un résultat qui est très grand. C'est pour ça que parfois, on a une valeur qui est extrêmement importante. D'un autre côté, si on prend une section de photo un peu plus grande, donc sur la première colonne, et un ferraillage plus important, donc on va prendre le ratio à 1, ben, on voit que c'est plutôt la méthode des courbures qui est plutôt sécuritaire et conservatrice, puisqu'on a des pourcentages qui sont plus élevés que la méthode de rigidité, qui est pour le coup, du coup, plus avantageuse. Du coup, dans la prochaine version, on pourra aussi effectuer des comparaisons avec la méthode générale qui, a priori, donnera des résultats plus optimisés encore et moins conservateurs que les méthodes simplifiées. Mais à ce jour, ce qu'on peut dire, c'est que la méthode de courbure, elle est plutôt intéressante pour des poteaux symétriques et avec un ferraillage également symétrique, alors que la méthode de rigidité, elle peut être utilisée dans des cas plus généraux, mais avec certaines limites. On a essayé de résumer ça dans ce diagramme. Ce qu'on voulait vraiment souligner, c'est que quel que soit le ferraillage dans le poteau, la méthode de courbure, là, donc celle en trait plein, elle donne des résultats similaires. Alors que la méthode de rigidité nominale, elle est très, très impactée par le ferraillage du poteau et elle n'est plus vraiment utilisable si donc l'effort normal appliqué ND il est trop proche de l'effort de flambement NB. Voilà, donc on peut passer au deuxième sujet qui est le recalcul de l'effort normal dans les nervures, donc dans le but d'avoir plus de précision dans les résultats. Dans le cas des zones proches des appuis, dans les versions précédentes, on augmentait juste le moment fléchissant positif. Maintenant, c'est plus fonction juste de l'effort normal en traction, mais c'est aussi, on va voir qu'on calcule les efforts normaux dans la nervure par rapport au moment de flexion partout, même où l'effort normal est en compression. Aussi, on a corrigé une erreur qu'il y avait dans le cas d'une nervure au-dessus de la dalle, donc dans le cas des sections en T et L inversées. L'effort de traction, il se situe au-dessus de l'appui, mais jusque-là, le moment de flexion, il n'était pas du tout augmenté dans cette zone, parce qu'on se préoccupait plutôt du signe du moment fléchissant et pas du signe de l'effort normal. Donc, on va voir ça sur l'exemple en suivant. Aussi, on a les largeurs effectives qui sont différentes de chaque côté. Elles sont maintenant correctement prises en compte dans l'intégration des efforts et pour le calcul de la nervure. Et puis, une petite amélioration, mais bon, qui peut s'avérer pratique, c'est la visualisation de la forme de la section de la nervure, mais pour les contrôles. Donc, par exemple, ici à gauche, elle est en T et à droite, elle est rectangulaire. Donc, on peut passer sur le logiciel, du coup, et prendre un autre exemple. Alors, ici, on a deux exemples de nervures continues et une poutre en T ici. Donc là, ce n'est pas une nervure, c'est simplement une poutre avec une section en T qui va nous servir de référence. Donc, dans les deux nervures, la section elle est la même pour l'intégration des efforts, c'est-à-dire qu'on a pour les efforts internes 500 mm et par contre pour les contrôles, elle est différente. Donc, dans la première, on a pris 1000 mm, donc 1 mètre, et pour la deuxième, on a pris 200 mm. Donc ça, c'est une nouveauté. Si je fais un clic droit, paramètres d'affichage de toutes les entités, dans l'onglet structure, je peux dessiner la section. Et il dessine la section du coup en T selon les contrôles demandés. Donc ici 1 mètre et ici 200 mm. Donc ça va être un calcul en section rectangulaire.
On peut commencer par ouvrir la version précédente, hein, la version 21. Donc, c'est exactement le même fichier, mais c'est pour voir ce qu'on obtenait à titre de comparaison. On avait déjà le recalcul de l'effort normal, qui était donc, ça se trouvait dans la configuration béton, enfin ça se trouve toujours d'ailleurs dans les efforts internes, modification des efforts internes pour la nervure. Donc là, on s'est mis en type utilisateur, on a décoché l'effort normal et on a coché le recalcul du moment positif. Alors c'était vraiment le moment positif uniquement. Donc là, si j'affiche les efforts internes, du coup, sous ma combinaison élément 1D, M M avec MD, voilà, on voit du coup que le moment positif, il n'atteint pas le moment de notre poutre de référence, qui est égal à 56 kN/m. C'était donc à cause de l'excentricité de l'effort normal. Le logiciel, en fait, il prenait la largeur efficace de la section pour les contrôles et non de la section pour l'intégration des efforts. C'est pour ça qu'ici, on a un peu plus, puisqu'on a une section plus petite, et là, on a un peu moins, puisqu'on a une section plus grande. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, si j'affiche l'effort normal, voilà, on voit qu'ici, en bleu, du coup, on a un effort normal, on a de la traction, et puis ici, en rouge, on a de la compression. Et donc, si je reviens au moment de flexion, on voit que le moment fléchissant, il est, correctement ou pas, mais il est recalculé dans la zone où l'effort normal est en traction, mais pas dans la zone où l'effort normal est en compression. Et d'ailleurs, on voit que du coup, le moment par rapport à notre moment de référence, il est légèrement, enfin, il n'est pas exact, il est légèrement inférieur. Si j'affiche tout, on a fait exactement le même exemple à droite avec la poutre en T inversée du coup. Et on peut voir que les résultats sont du même ordre, voire même pire, puisque là j'ai 44 kN/m, c'est encore plus éloigné des 56 de référence qu'on devrait avoir. Et d'ailleurs, si j'affiche du coup l'effort normal grand N, générer. Donc c'est l'erreur dont je parlais tout à l'heure. On voit du coup que cette fois, on a de la traction au niveau de l'appui et de la compression au niveau de la travée. Et donc, si je réaffiche le moment MMD, je devrais avoir un recalcul du moment à ce niveau-là, je vois que ça n'est pas fait du tout. C'est l'erreur dont je parlais tout à l'heure pour les poutres en T et L inversées. Donc ça a été corrigé aussi. Si je passe du coup sur la nouvelle version, la version 22.1, donc là, on retrouve aussi cette notion de recalcul dans les configurations béton. Et puis, on la retrouve aussi, si je prends un élément, on la retrouve dans les données d'éléments 1D, effort interne, modification des efforts internes, donc type utilisateur, effort normal NED qui est décoché, et recalcul de l'effort normal, du coup, qui est coché. Donc, on peut le faire ou bien pour l'ensemble globalement dans la configuration béton, ou bien localement pour certains éléments dans les données béton d'éléments 1D. Donc là, par exemple, on va afficher uniquement les moments finaux, donc MED, sur la combinaison élément 1D régénéré. Voilà, donc là, on voit tout de suite dans les deux cas que les moments positifs comme les moments négatifs sont très proches de ceux de notre poutre de référence. Donc, ils sont bien recalculés. À titre de comparaison, on peut afficher M et MD avant le recalcul des moments. Donc, on voit les anciens qu'on avait comme tout à l'heure, et puis on voit les nouveaux qui sont recalculés en travée comme sur appui.
pour les T et pour les T inversés. Du coup. Si on passe au troisième sujet qui était le ferraillage minimum dans les dalles. Alors avant, on pouvait déjà appliquer un ferraillage mini, mais il s'appliquait automatiquement que dans les zones tendues uniquement. Maintenant, on a une option qui permet de l'appliquer partout, donc dans tout l'élément. Alors cette option, elle est faite spécifiquement pour les plaques dont le type d'élément est en plaque. Mais si vous avez des voiles avec des efforts hors plan, on peut quand même utiliser cette fonctionnalité, mais il faudra d'abord modifier le type d'élément de voile en plaque. C'est un peu stipulé dans l'Eurocode, dans l'article 9.6.1. Dans la dernière ligne, c'est écrit pour les voiles soumis principalement à une flexion due à des charges non coplanaires, les règles pour les dalles s'appliquent. Du coup, pour un voile, c'est possible, mais il faudra changer le type en plaque. Et donc, le ferraillage, il va être adapté de manière automatique partout, sur tout l'élément, en utilisant notamment le ferraillage additionnel du modèle pour s'approcher au plus près de ce ferraillage minimum. On va faire un exemple tout de suite, du coup, sur le logiciel. Voilà, alors là, on a une dalle relativement simple. Donc, la notion de ferraillage mini, elle se trouve, donc pareil, ou bien globalement dans la configuration béton, dans les dispositions constructives pour les plaques. Donc ici, on va prendre en compte le taux minimum d'armature. On peut l'appliquer en partie en face supérieure ou en face inférieure. Il y a deux manières pour le prendre en compte, soit à partir de l'article 9.2.1.1 de l'Eurocode, ou alors en stipulant vous-même une valeur par rapport à la section de la dalle. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Par défaut, on est en automatique selon l'Eurocode. Et puis ici, il y a une autre ligne, appliquer le pourcentage du coup, ou bien dans la zone tendue uniquement, donc c'est ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, ou alors dans tout l'élément. Donc là, je vais laisser par défaut dans la zone tendue uniquement. Et je retrouve cette option ici, du coup, quand je sélectionne la dalle, dans les données béton élément 2D, je l'ai tout en bas, du coup, dans les options du solver, voilà, disposition constructive, appliquer le pourcentage dans la zone tendue ou sur tout l'élément. Donc, pour l'instant, je vais laisser dans la zone tendue et puis je vais aller chercher le ferraillage. Le calcul du ferraillage. Donc, sous combinaison ELU, je vais prendre le requis en partie inférieure dans la direction du X local, donc en 1-. Alors là, en requis, c'est avec les dispositions constructives. Mais j'aurais pu prendre le requis statiquement qui ne prenait pas en compte les dispositions constructives. Donc là, même avec les dispositions constructives, étant donné que c'est dans les zones tendues uniquement où j'ai un ferraillage minimum, j'ai certaines zones en bleu où je n'ai pas de ferraillage minimum. Si j'avais pris le requis statiquement en partie 1-, du coup, pareil, régénéré. Voilà, donc j'ai toujours mes zones où je n'ai pas de ferraillage. Donc si maintenant je resélectionne ma dalle et je vais changer cette donnée béton élément 2D, au lieu de dans la zone tendue, je vais mettre sur tout l'élément. Et je lui redemande du coup le ferraillage nécessaire statiquement. Alors statiquement, c'est au vu des efforts. Donc là, ça ne devrait rien changer puisque je ne vais pas demander de prendre en compte les dispositions constructives. Donc je devrais avoir toujours 0 dans certaines zones. Oui, voilà, là, ça n'a rien changé. Du coup, par contre, si je demande le requis tout court, donc qui prend en compte les dispositions constructives, oui, voilà, j'ai une valeur du coup de 330 mm² par mètre linéaire.
Si je retourne dans les données béton d'éléments 2D, ici, on voit que je n'ai pas de gabarit adapté pour cet élément. Du coup, je lui demande de prendre un modèle qui s'appelle SLAP2. Je vais le modifier. Alors là, volontairement, on n'a pas pris en compte de ferraillage de base. On va jouer qu'avec le ferraillage additionnel et notamment avec les listes par diamètre. Alors, je vais prendre par exemple du Phi 8, 12 et 16 par exemple. Et je vais le copier dans mes 3 autres onglets, donc pour tous les types de ferraillage dans les 2 directions, en haut et en bas. Et je remets un espacement imposé de 150 mm. Et du coup, je vais lui demander d'afficher le ferraillage défini en fonction de ce modèle. Oui, voilà, en partie 1-. Et donc là, pour couvrir les 330 mm² par mètre linéaire, il devrait m'afficher du coup un espacement forcément de tous les 150 et un diamètre de 8. 8 parce que du coup, ça correspond au plus proche de mes 330 mm² par mètre linéaire. Ça fait exactement 335 mm² par mètre linéaire. Si en partie inférieure, j'avais rajouté par exemple du Phi 6, ça fait 188. Ben, du coup, en théorie, il ne l'aurait pas utilisé. Là, si je refais régénérer, ça ne va rien changer. Normalement, il va me garder le Phi 8 tous les 150 puisque le Phi 6, il est trop petit pour couvrir le ferraillage mini. Oui, voilà, il m'a gardé du Phi 8 tous les 150. Il est souvent demandé de pouvoir combiner différents diamètres et différents espacements là, dans les modèles de ferraillage, dans les gabarits. Donc, à ce jour, ce n'est pas possible, mais c'est en cours de développement. Alors, je ne sais pas exactement quand ça va arriver, mais normalement, prochainement, on devrait pouvoir lui demander de choisir parmi un diamètre et parmi une liste d'espacements. Donc, il devrait s'approcher au plus près en automatique des valeurs requises. Et alors, la dernière chose, le dernier sujet, c'était le maîtrise du ferraillage de B et notamment la prise en compte du ferraillage utilisateur. Ben là, on peut aller directement sur le logiciel. Du coup, on peut rester sur cette dalle, par exemple. Là, je peux lui demander le AF défini 1-. Et si je demande la note de calcul, donc là, il me donne 59 kg par mètre cube et je vois que j'ai certains endroits où mon ferraillage n'est pas suffisant. Il aurait fallu que je prenne en compte le ferraillage utilisateur que je n'ai pas pris en compte ici puisqu'on en avait mis un. Si je vais dans les paramètres d'affichage dans l'onglet béton et que j'affiche le lit inférieur, oui, voilà, il y en avait un peu partout. Du Phi 8 tous les 150. Il aurait fallu le prendre en compte parce que ce ferraillage-là, utilisateur, il est pris en compte dans le métré. Donc, si je vais ici dans les résultats et métré, je peux demander un métré par section, donc pour le béton et pour le ferraillage. Alors, j'ai mon métré pour le béton, le C2530, et puis pour les armatures de ferraillage. Du coup, on voit qu'il me donne un métré en fonction du diamètre de barre, donc pour le Phi 8 et pour le Phi 12. Mais alors ça, du coup, ça ne fonctionne que pour le ferraillage utilisateur. Il est envisagé de l'étendre au ferraillage défini, mais pour le moment, ça ne marche que pour le ferraillage utilisateur.
Si jamais je me mets en type de tri matériaux, voilà, la note, elle s'est mise à jour. Donc, j'ai le métré pour le béton et puis le métré pour l'armature de ferraillage, mais c'est du D500D. Je n'ai pas le détail par diamètre. C'est vraiment quand je me mets en section pour le ferraillage utilisateur. Et dernière remarque, on peut ajouter dans le métré donc une estimation de prix et éventuellement, on peut ajouter un coefficient d'augmentation pour majorer ces quantités. Si, par exemple, ici, là, j'ai 6919 kilos. Si, par exemple, je mets 10% en plus pour majorer les armatures, je vais passer à 7611 kilos. Voilà, c'est libre à l'utilisateur d'appliquer ces majorations et éventuellement les estimations de prix. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Du coup, sur les principales nouveautés béton du logiciel CIngénieur sur la version 22.1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à les poser dans le panneau du GoToWebinar. On va répondre en suivant. Et en attendant, je vous remercie à tous pour votre attention, votre participation, et puis je vous souhaite une belle fin de journée.